Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'information. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Installez-vous confortablement. Les titres, les voici. Justice militaire ouvert le 23 octobre dernier. Le procès portant sur l'assassinat du colonel Madjoulba a pris fin hier. 5 personnes sont accusées sur les 7 présumés coupables au départ. Le général Kadanga s'en sort avec une peine de 20 ans. On y revient. Puis au Togo, des avancées sont remarquées en ce qui concerne le programme Threshold du MCC. Le projet relatif aux technologies de l'information et de la communication connaît un taux de 71% et celui concernant les réformes foncières est presque à terme. Au-delà de nos frontières, pour une nouvelle fois, et après avoir rappelé ses représentants diplomatiques en poste à Tel Aviv, l'Afrique du Sud a réitéré son appel au cessez-le-feu. La ministre des Affaires étrangères du pays a appelé la Cour pénale internationale à se saisir de Benjamin Netanyahou. Et dans le reste de l'actualité, à partir de demain jeudi, Paris va accueillir une nouvelle rencontre internationale. Elle devra porter sur la fonte glaciaire, l'intelligence artificielle, le pacte de Paris pour les peuples et les planète, entre autres. C'est tout pour les grandes lignes de ce soir. Nous passons au développement dans un instant. Rebonsoir et bienvenue. Justice militaire à l'entame de cette édition. Les accusés dans l'affaire du meurtre de l'ancien commandant du 1er BIR, le colonel Madjoulba, connaissent désormais leur sort. 5 accusés sont reconnus coupables et 2 autres se sont retrouvés acquittés. Le verdict est tombé dans la nuit d'hier mardi et va de 20 ans à 5 ans. Les détails avec ce récit de Kofi Clégué. Le verdict de l'affaire intitulée « Affaire sanguine et autres » est tombé tard dans la nuit du 7 novembre. Des 19 personnes qui se sont succédées à la barre du tribunal militaire, 5 personnes ont été reconnues coupables. Par ordre de peine, le principal accusé, le général de division Abalo Félix Kadanga, est reconnu coupable des faits de complot contre la sûreté intérieure de l'État, de complicité d'assassinat et d'entrave au bon fonctionnement de la justice. Il écope de 20 ans de réclusion criminelle. Sanguine Yendoukoua, caporal-chef de son État, chauffeur du colonel Madjoulba, est quant à lui reconnu coupable de crimes d'assassinat de son chef, complot contre la sécurité intérieure de l'État et entrave au bon fonctionnement de la justice. Le verdict retient 15 ans de réclusion criminelle contre lui. Le lieutenant-colonel Ali Kodjo est condamné aussi à 15 ans de réclusion criminelle pour les mêmes chefs d'accusation. 5 ans sont retenus contre le commandant Balakiyem Boué. Il partage la même peine avec la soldate de première classe, Leilatou Akuna, secrétaire particulière du colonel Madjoulba. Le verdict acquitte 2 accusés. Il s'agit du lieutenant-colonel Senam Agbounkou, ancien commandant second du colonel Madjoulba, et du commandant Kwacha Atekpe, adjoint au commandant de l'unité de sécurité militaire. Par ailleurs, les coupables sont déchus de leur statut de militaire et doivent solidairement verser à l'État togolais 1 milliard de francs CFA pour préjudice. Un franc symbolique leur est aussi imposé à payer à la famille de feu Madjoulba. Quant aux acquittés, ils perdent en grade mais retournent auprès de leurs armes. Le programme Threshold du MCC connaît des avancées considérables au Togo. L'on parle d'un taux de réalisation physique de 71% pour le projet relatif aux technologies de l'information et de la communication et un taux de réalisation physique de 100% pour les projets concernant les réformes foncières et qui visent à accroître la productivité agricole. On va plus en précision avec ce reportage signé Promise Pomebe et Kofi Clégué. Après 2 ans de mise en œuvre, le programme SWAY du Millennium Challenge Corporation MCC a connu une avancée notable au Togo. C'est ce que l'on retient de la dernière réunion du conseil d'administration de l'organisme de mise en œuvre, le Millennium Challenge Account Togo. Lancé officiellement en septembre 2021, le programme SWAY du MCC vise à stimuler la croissance économique et réduire la pauvreté grâce à des réformes dans le secteur des technologies de l'information et de la communication TIC et le secteur du foncier en vue d'accélérer la production agricole.
En effet, le programme enregistre actuellement un taux de réalisation physique de 71% pour le projet relatif au TIC et 100% pour celui des réformes foncières pour l'accroissement de la productivité agricole. Le taux d'exécution financière globale est estimé à 21% à fin septembre 2023. Le Togo a été sélectionné par le conseil d'administration du MCC pour bénéficier du programme SOEI suite à ses performances sur les indicateurs relatifs à la bonne gouvernance, aux libertés économiques et à l'investissement dans le capital humain. En décembre 2022, les résultats du programme SOEI ont permis au Togo d'obtenir son éligibilité au programme Compact du MCC. Toutefois, l'on prévoit de mettre davantage l'accent sur le suivi et évaluation pour l'atteinte de tous les objectifs. Pour rappel, le premier projet consistant en l'amélioration de l'accès aux services TIC a été financé à hauteur de 20,5 millions de dollars et le second a bénéficié d'une dotation financière de 8 millions de dollars. Le Togo, le Bénin et le Burkina Faso viennent de lancer la deuxième phase du programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans leur zone transfrontalière. L'idée est de mettre en synergie les efforts pour améliorer la résilience des populations frontalières face aux conflits communautaires et face à l'extrémisme violent. Les précisions avec ce reportage signé Bomekbe, Promise et Kofi Kligé. En collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD et l'Organisation internationale pour les migrations OIM, le Togo, le Bénin et le Burkina Faso lancent la seconde phase du programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les zones transfrontalières. L'objectif reste celui de renforcer la cohésion sociale et améliorer la résilience des populations des zones affectées. La première phase, débutée en 2020, malgré les quelques progrès qu'elle a permis de connaître, n'a pas cependant réussi à mettre fin aux fragilités qui rendent ces zones vulnérables. La faible présence de l'État, la dégradation de la situation sécuritaire, la recrudescence des conflits communautaires, l'absence d'opportunités pour les femmes et les jeunes persistent et l'on devra opter pour une approche actualisée, intégrée et coordonnée. Il est question dans un premier temps de renforcer les mécanismes endogènes de prévention et la réponse aux conflits communautaires au niveau local et transfrontalier. En second lieu, le programme prendra en compte le renforcement de la résilience socio-économique des femmes et des jeunes. L'on devra capitaliser sur les quelques acquis de la première phase, comme les mécanismes locaux de dialogue, de prévention et de résolution des conflits, et œuvrer pour des avancées dans la mise en œuvre d'une politique d'instauration d'une société pacifique, juste et inclusive, libérée de la peur et de la violence. Cette phase de l'initiative bénéficie d'un financement d'environ 5 500 000 $ du Fonds du secrétaire général des Nations Unies pour la consolidation de la paix à travers l'OIM et le PNUD pour une durée d'exécution de 2 ans. Intéressons-nous au secteur des mines cette fois-ci. Quelques mois après la publication de son rapport ITIE 2020, le Togo va devoir faire d'autres preuves pour demeurer valide selon les nouvelles normes de l'initiative. Quelles sont exactement ces nouvelles normes? Qu'est-ce que le pays devra faire? Les éléments de réponse dans ce reportage de Nadège Arlia. Après la soumission de son rapport 2020 sur les industries extractives, le Togo devra se conformer aux nouvelles normes auprès de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives l'ITIE. Cette fois-ci, c'est toute une série de questions auxquelles il faudra répondre. Ces dernières sont 7 et selon elles, le Togo devra préciser à l'ITIE si le gouvernement, les entreprises extractives et la société civile participent activement, pleinement et effectivement à sa mise en œuvre. Après, il devra se prononcer sur les conditions de participation des parties prenantes en précisant s'il existe des obstacles ou pas. Ensuite, il aura à dire si les organisations de la société civile sont en mesure de participer au débat public sur le processus ITIE et d'exprimer des points de vue sur celui-ci sans crainte. Également, le pays est censé notifier si les représentants des OSC ont la possibilité d'agir librement dans le cadre du processus ITIE, mais également s'ils ont la possibilité de communiquer et de collaborer les uns avec les autres concernant le processus. Ajouté à cela, le pays devra confirmer si ces représentants de l'OSC sont à même de participer
pleinement, activement et effectivement à la conception de la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation du processus en question. Enfin, il devra dire si ces derniers sont en mesure de s'exprimer librement sur les questions de transparence, de gouvernance des ressources naturelles et de veiller à ce que l'ITIE contribue au débat public. Ces questions sont des mesures correctives définies par l'ITIE au Togo en 2019 à mettre en œuvre. Cette démarche de l'ITIE constitue une collecte de points de vue des parties prenantes quant au progrès réalisé dans la mise en œuvre de sa norme au Togo. Les réponses, quant à elles, devront être soumises au plus tard le 1er janvier 2024, faute de quoi le pays perdra des points sur les aspects concernés. Nouvelle initiative en matière d'infrastructure au Togo, le pays répond à son déficit de logement en lançant la construction de 20 000 logements sociaux à Kpomé, un projet qui vient marquer une avancée significative dans la lutte contre ce phénomène largement observé sur l'ensemble du territoire togolais. Les détails avec ce reportage de Harold Damissan Ato. Le Togo, confronté à un grave déficit de logement, se mobilise pour répondre à la demande croissante. Selon les statistiques, le pays souffre d'un manque de 500 000 logements, dont 100 000 dans sa capitale Lomé. Pour pallier à cette situation, le gouvernement togolais a entrepris un programme de construction de 20 000 logements sociaux d'ici à 2025 qui a débuté en septembre 2023. Le projet de construction de logements sociaux est supervisé par le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière du Togo. Il vise à offrir 20 000 logements abordables et décents à la population togolaise, en accord avec la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Un pas significatif a été franchi lors d'une réunion tenue le 3 novembre 2023 à Lomé, où le rapport intermédiaire du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme du site de Kpomé, s'étendant sur 1177 hectares, a été provisoirement validé. Ce schéma directeur jettera les bases de l'amélioration et de l'adoption du plan d'aménagement de la région. Pour bénéficier de ces logements sociaux à Kpomé, les critères incluent la nationalité togolaise, le statut de fonctionnaire de l'État, l'expression du besoin de logement social en remplissant une fiche d'identité acquéreur, ainsi que la collaboration avec l'une des banques partenaires du projet. De plus, les acquéreurs à revenus intermédiaires, modestes ou faibles peuvent opter pour la stratégie de location-vente. La construction imminente de 20 000 logements sociaux à Kpomé représente une lueur d'espoir pour des Togolais en quête de logements abordables, marquant ainsi une avancée significative dans la lutte contre le déficit de logement dans le pays. Sujet santé à présent, en 2022, le nombre de nouveaux cas de tuberculose a augmenté pour la seconde fois consécutive après une vingtaine d'années. Selon l'Organisation mondiale de la santé, près de la moitié des nouveaux cas observés l'année dernière ont été identifiés sur le continent asiatique et près d'un quart sur le continent africain. Bernard Quinvy. La tuberculose est l'une des maladies les plus courantes et les plus mortelles au monde. Selon le rapport 2023 de l'Organisation mondiale de la santé OMS sur la maladie, il ressort que la tuberculose a été diagnostiquée chez 7,5 millions de personnes en 2022 en se basant sur des données provenant de 192 pays et zones. À l'échelle mondiale, l'on estime que 10,6 millions de personnes ont contracté la maladie à travers le monde en 2022 contre 10,3 millions en 2021. Le nombre total de décès liés à la tuberculose, y compris chez les personnes vivant avec le VIH, était de 1,3 million en 2022 contre 1,4 million en 2021. Cependant, au cours de la période 2020-2022, les perturbations liées à la COVID-19 ont entraîné près d'un demi-million de décès supplémentaires dus à la maladie. La maladie reste la principale cause de décès chez les personnes vivant avec le VIH selon l'OMS et la deuxième cause de décès par maladie infectieuse dans le monde en 2022. Pour mettre fin à cette épidémie mondiale de tuberculose, il faudra traduire les engagements pris lors des assises de haut niveau des autorités sanitaires au niveau des Nations Unies sur la tuberculose en 2023 en actions concrètes, ce qui changera la vie et renforcera les moyens de subsistance des communautés.
À l'étranger, à présent, tout comme plusieurs pays de la sous-région, le Bénin serait un pays plus ou moins touché par la menace terroriste. Cependant, et au sein de la population béninoise, les avis divergent. Les médias contribueraient, selon certains de la population, à alimenter une psychose qui plomberait davantage les activités économiques dans certaines régions du pays. On écoute les avis sur le sujet. Depuis des années, des groupes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique sévissent au Sahel, vers les États côtiers d'Afrique de l'Ouest comme le Bénin. Même si le Bénin aurait été durement touché avec des attaques dont le nombre aurait triplé selon l'ONG ACLED, de nombreux habitants des régions concernées n'ont pas vu l'ombre d'un djihadiste et déplorent une mauvaise presse pour la région. Le ralenti un peu. Compte tenu, premièrement, on a entendu de Covid-19. Deuxièmement, on parle de dialyse. Je pense que c'est ce qui a ralenti tout ça là, qui n'a plus de tourisme, mais ils viennent à compte-gouttes. Et présentement, ce que je vois, moi j'entends la radio des dialystes, je n'ai jamais vu. Le maire du village de Matéri assure que la situation est stable et que contrairement au tableau dépeint par les médias, les alertes à la bombe ou les enlèvements ne seraient que des rumeurs. Selon le responsable, aucun terroriste ne s'est installé dans les environs. Jour comme de nuit, les forces travaillent, les populations aussi sont disponibles et collaborent. Donc quand on parle de terrorisme, on parle de tout ceci, c'est notre position frontalière avec le Burkina et qui fait qu'aujourd'hui on pense qu'on est exposé. Aucun terroriste, aucun mouvement, aucune organisation, aucun groupe n'est venu s'installer ou bien n'a tenté de s'installer dans la commune. Contrairement à ces avis qui se veulent rassurants, l'analyste politique béninoise Nadia Nathan ne nie pas la menace djihadiste. La politologue estime que le Bénin a besoin de mettre en place des mesures préventives en faveur d'une stabilisation, non seulement sur le plan sécuritaire, mais aussi socio-économique. En plus de la réponse sécuritaire, il faut une réponse sociale, économique et de développement. Il est important d'instaurer la confiance et de travailler en étroite collaboration avec les communautés. Nous pourrons ainsi nous assurer que les djihadistes ne parviennent pas à infiltrer le pays. Selon les experts, les attaques au Bénin ne sont que la partie visible de l'iceberg. La véritable menace réside dans les recrutements locaux. Alors que le gouvernement béninois réprime les habitants, dont les conditions de vie sont déjà difficiles, les djihadistes pourraient infiltrer ces villages appauvris en promettant de construire des routes et des hôpitaux si les habitants les aident à contrôler la région. L'Afrique du Sud reste ferme en ce qui concerne sa position vis-à-vis du conflit israélo-palestinien après que le pays ait rappelé lundi ses diplomates en poste à Tel Aviv. La capitale israélienne Naledi Pandor, la ministre en charge des affaires étrangères sud-africaine, a appelé à un cessez-le-feu immédiat mardi. Elle a également interpellé la Cour pénale internationale face à ses responsabilités. On l'écoute dans le reportage qui suit. La ministre sud-africaine des Affaires étrangères, lors d'une adresse devant le Parlement mardi, a appelé un cessez-le-feu dans le conflit qui oppose Israël au Hamas depuis le 7 octobre et qui a fait des milliers de victimes. Cela ne peut être toléré. Cette brutalité ne doit pas être acceptée. Nous devons appeler un cessez-le-feu maintenant en tant que membre de ce Parlement sud-africain. Naledi Pandor a critiqué également le système de gouvernance mondiale qui ne protège pas assez les plus vulnérables. Elle a alors invité la CPI à prendre ses responsabilités en sanctionnant Israël pour les crimes commis en Palestine. Le meurtre d'enfants, de femmes, de personnes âgées par Israël est un acte qui aurait dû amener la Cour pénale internationale à émettre un mandat d'arrêt immédiat contre les autorités, y compris M. Netanyahou, qui est responsable des violations du droit pénal international. Plus tôt lundi, l'Afrique du Sud avait rappelé tous ses diplomates d'Israël pour consultation. Une décision saluée par le Hamas qui, dans la même perspective, a invité Pretoria à rompre toutes ses relations avec l'État hébreu.
Et pendant ce temps, en Tunisie, des médias locaux ont indiqué ce mercredi que 2 proches de l'ex-dictateur Ben Ali ont été écroués dans le cadre de 2 enquêtes distinctes pour des soupçons de corruption financière. Il s'agit de Marwan Mabrouk, soupçonné de corruption dans la gestion du groupe alimentaire Saïda, entreprise confisquée par l'État dans le cadre d'une enquête ouverte depuis plus de 10 ans sur les fonds publics spoliés sous Ben Ali. Le second écroué, il s'agit de l'ancien ministre des Transports et du Tourisme sous Ben Ali, Abderrahim Zouraï, 79 ans. Il est accusé d'avoir profité de ses fonctions afin d'obtenir des avantages. Son incarcération fait suite à une plainte déposée par une organisation non gouvernementale sur des soupçons de corruption dans un marché public. Quittons la Tunisie pour l'Israël. Hier, le 7 novembre, marquait les 1 mois d'affrontement entre Israël et Hamas. Pour l'occasion, prières, musique et bougies étaient au rendez-vous pour commémorer la mémoire de toutes ces personnes tombées au combat. Retour en images. Avec des prières, de la musique et des bougies allumées, Israël a observé un jour de deuil mardi pour commémorer le premier mois de guerre contre le Hamas, qui jusqu'à présent a fait plus de 1400 morts et plus de 5400 blessés du côté israélien. Nous allumons des bougies pour le peuple juif, qui est un peuple de lumière. Et nous commémorons aujourd'hui cette lumière qui brille pour tout le monde. Et en mémoire des 1400 personnes qui sont mortes, assassinées, et des 240 personnes qui sont toujours prises en otage. Nous sommes venus allumer une bougie et mettre une photo sur la place Dizengoff à Tel Aviv, en mémoire de notre ami avec les membres de notre communauté, pour que tous ceux qui passent ici sachent que derrière ces 1400 noms, il y a des familles et des gens dont la vie a été détruite. Au mur des lamentations de Jérusalem, l'un des lieux les plus sacrés du judaïsme, une prière de masse a été organisée pour le retour des otages, au cours de laquelle a été allumée une torche qui, depuis ce mercredi, fait le tour de plusieurs capitales du monde entier. Et puis, nouvelle rencontre internationale à Paris, la capitale française. À partir de demain jeudi, une vingtaine de dirigeants africains se rendront dans la ville pour participer au Forum de Paris sur la paix. Il s'agira principalement de se pencher sur la situation de la fonte des glaces, mais également d'évaluer le pacte de Paris pour les peuples et les planètes, entre autres. D'autres précisions sur l'initiative avec ce reportage. Au moins 25 chefs d'État et de gouvernement sont attendus ce jeudi 9 novembre pour le Forum de Paris sur la paix. Une forme d'hyper-régionalisme. De se replier, de répondre soi-même aux propres défis. Il y sera question de lancer un appel face à la fonte des glaces et l'on discutera également de la régulation de l'intelligence artificielle. Cette conférence humanitaire permettra au président français Emmanuel Macron et la première ministre de la Barbade, Mia Mottley, de faire le point sur plusieurs projets en présence de dirigeants africains. Il s'agira entre autres d'évaluer le pacte de Paris pour les peuples et la planète, lancé en juin dernier en faveur d'un choc de financement contre la pauvreté et le réchauffement climatique. Ce forum de Paris jettera les bases de la COP28, prévue début décembre à Dubaï, sans toutefois occulter la guerre au Proche-Orient dans le chapitre de la conférence humanitaire sur Gaza. Des États tels que le Népal et le Kyrgyzstan confrontés à la disparition des glaciers y participeront. La Chine et l'Inde seront aussi représentés, mais pas la Russie, en raison de l'invasion de l'Ukraine, même s'il s'agit d'un acteur majeur de l'espace arctique. Point final donc à cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Bonne suite de soirée et d'ici là, portez-vous bien.